tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Tous Ensemble Radio en direct de Radio Rap TZ. Aujourd'hui, on est avec l'équipe type, comme d'habitude. On a Sidi, le pilier et l'initiateur de ce beau projet. Salut tout le monde, ça Salut va? Sidi. Ça va et toi? Ça va, cool. Très bien, on a Nacera aussi, qui va aujourd'hui nous faire une petite chronique, un retour sur la dernière émission, qui va aborder notamment la notion de travail. C'est ça, tout à fait. Impeccable. Salut tout le monde, carrément. Et enfin, on est avec Farah, qui va, comme habituellement, faire sa chronique People. C'est ça, tout à fait. Et du croustillant, Ouais, tu verras, il y a une petite chronique People et il y a un petit point aussi sur l'actu ciné, vu qu'on a un invité. Enfin, là, le thème un peu de l'émission, ça tourne autour du cinéma. Donc voilà. Très bien. On salue aussi toute l'équipe technique, Anne à la régie, Jamal, le DJ, et tous les autres, Manadji, C'est gentil, merci. toute l'équipe. Dany, Guven. Salut Anne, ça va? Ça va bien et vous? Ça va, nickel. Monsieur Jamal classique. On est toujours là. Il y a Guven aussi, Madani. Ouais. Ouais, Guven, Madani, tout le monde. Ah, c'est cool. Alors, quoi de neuf? Toi, Malik, quoi de neuf? Parce que ça fait un petit moment qu'on t'a pas vu, là, tu Ouais, reviens. Ouais, j'étais malade pour la dernière, mais ouais, je suis de retour, super content. D'accord, en forme. Ouais, toujours. C'est cool alors. Du coup, on va commencer avec une petite pause musicale et ensuite on accueille notre invité, Samy, qui va nous parler notamment de cinéma et de son dernier court-métrage. C'est ça, Monsieur Jamal. Et merci. Et on est de retour justement dans les studios de Rap TZ pour l'émission Tous Ensemble Radio avec notre invité, Samy Chefri. Comment tu vas? Très bien, merci de m'accueillir. Très bien. Alors Samy, Merci à toi d'être venu. on va commencer un petit peu. Moi, si tu peux un peu te présenter, nous dire un peu qu'est-ce que tu fais dans la vie, quelles sont tes motivations. Je m'appelle Chefri Samy, j'ai 24 ans, j'habite à La Courneuve, j'ai grandi à Aubervilliers et en ce moment je fais des courts-métrages avec des amis indépendants sur Aubervilliers principalement. D'accord. Moi, je vais commencer un petit peu. Ça vient d'où, justement, ton envie de cinéma, ton envie de réaliser? Comment t'as fait pour arriver dans tout ça, en fait? Depuis petit, j'allais... comment il s'appelle le cinéma à côté de l'embarcadère? Studio. Justement, les studios. Ouais. Et je m'en souviens avec l'école, c'était des films à l'ancienne, genre Les Trois Mousquetaires et tout, mais on kiffait. Et on en parlait même après le film, en cours et tout. Même vous avez été à l'école, on en parle tout le temps et tout. Et je m'en souviens que tout le monde était concentré. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire, je veux attirer l'attention comme ça, être derrière l'écran. D'accord. C'est bien, c'est une bonne idée. Hein. Mais c'était qu'une envie. Ouais. Jamais je me suis dit que... J'en fais pas encore, mais même un court-métrage qui a été projeté à l'embarcadère, jamais je me suis dit que ça allait le faire, quoi. Ouais, tu touches un petit peu ton rêve. C'est le rêve qui commence à être touché un petit peu du doigt. Donc après, moi, je vais te laisser aussi avec Nacera et Melik et Farah qui ont plein de questions à te poser. Donc Farah, si tu as excuse-moi, Nel, si tu as des questions à poser. Oui, du coup, je suis un petit peu curieuse parce que j'ai vu ton court-métrage. Je pense que tu as dû participer du coup à Génération Court. Et donc, le court-métrage qui était Touche pas à ma sœur. Oui, exactement. En fait, je voudrais connaître l'histoire de ce court-métrage. Pourquoi l'idée? Comment ça s'est passé? Pourquoi l'idée? J'avais ça en tête pour plein de raisons, parce que, si tu veux, les sœurs, les femmes dans ma famille, dans les familles un peu, maghrébines et tout, c'est un peu sacré, on va dire. Et souvent, ils ont tendance à les surprotéger. Et j'ai voulu mettre ça à l'écran. Donc c'est l'histoire d'un frère qui protège sa sœur, surprotège sa sœur. C'est une famille monoparentale. En gros, il n'y a que la mère. Il remplace le père. Mais du coup, il veut faire les choses bien, mais il les fait mal. Et quand tu protèges quelqu'un, il a envie justement d'en faire plus. Et donc elle sort avec son meilleur ami, en cachette, et au bout d'un moment, il le sait. Et il a des trucs à prouver, en fait, c'est ça? Quand tu dis il surprotège sa sœur, c'est quoi? C'est qu'il a besoin, lui, de se prouver certaines choses par rapport à sa famille? C'est ça. En gros, la réputation, il veut pas qu'elle fasse ça, tu sors pas avec ça. D'accord. Après, est-ce que c'est de la surprotection? Pourquoi est-ce que tu penses que c'est de la surprotection et comment est-ce que tu as voulu le montrer à l'écran? Quand je dis surprotection, c'est quand tu laisses pas la liberté, parce qu'en vrai, tu peux pas dire tu sors avec lui, tu sors pas avec lui. Pour moi, c'est ça la surprotection. Et des fois,
tu deviens violent. Au départ, le film, ça devait être c'est moi qui jouais le grand frère, je devais frapper et tout, mais on m'a dit de pas faire ça. Donc, c'est ça que je parle. C'était subtil. La scène où justement il y avait une scène de combat et qu'après il y a une ellipse et on revient avec du coup toi avec le cocard. Oui. On comprend du coup qu'il y a eu qu'il y a eu une baston quoi, et que tu t'es bien fait amocher. Par les amis du meilleur ami. C'est ça. Et je trouve que c'est très technique. Je trouvais ça vraiment juste. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'était très juste. J'ai trouvé que tu as sélectionné des bons passages qui fait qu'on comprend l'histoire, sachant qu'on a loupé vraiment des parties, surtout à la fin, où là, c'est un peu libre comme interprétation. Après, pour te donner mon avis, je trouvais que moi, j'ai beaucoup apprécié le personnage que tu as joué. Merci. Parce que... avec plaisir. Mais, comment dire ? Disons que moi, j'ai pas eu le même ressenti. Moi, j'ai pensé que c'était un très bon frère, sous pression. Plus que quelqu'un qui enlève la liberté, vraiment quelqu'un qui est sous pression, parce qu'il lui a jamais dit « sors pas avec un tel ». Il exprime juste très mal son inquiétude, son angoisse par rapport à sa sœur. Exactement. Mais il s'est jamais opposé. Il est tout à fait en droit de ne pas vouloir donner sa main à quelqu'un qui pense pas être respectable, puisque c'est quelqu'un qui vend de la drogue. C'est ça, ouais, j'ai oublié de le dire. C'est un dealer, le meilleur ami. Ce qui fait que la surprotection, ouais. Oui, ça change tout, parfaitement, mais disons que c'est un frère qui comprend certains enjeux et qui veut peut-être juste éviter à sa petite sœur d'être dans des problèmes que lui-même a fui et dans lesquels il se retrouve bastonné par la suite. Je suis d'accord. Après, moi, j'avais une question aussi. C'est quoi ? C'est de la fiction ou c'est du vécu ? Non, en fait, c'est pas. Moi, j'ai pas de sœur et tout, mais comme je te dis, c'est ma famille, des amis, autour de moi, ce que j'entends. Ouais. Et je vais vous le retranscrire à l'écran. Et après, je vais revenir aussi. C'est aussi, je sais pas si ça rentre en compte, mais l'histoire de mixité aussi, parce que oui, après, ça. on vous invite à aller voir le film. C'est vrai que là, on est un peu technique parce que nous, on a vu le film, mais on vous invite aussi. On peut pas le voir encore. Parce que c'est Génération Court qui le possède. D'accord. Donc, il faut faire des démarches pour mettre. C'est pas encore. Peut-être il sera sur YouTube, peut-être il sera dans d'autres festivals. D'accord. Bah écoutez, on va essayer. C'était un lien privé. On va essayer de le décrire un peu comme on peut. Ouais. Et donc, parce qu'on parle un peu de mixité. C'est donc, ça. En fait, comment c'est arrivé justement ? Pourquoi ? Parce que ça aurait pu être quelqu'un de sa même origine, on va dire. Ouais. Mais là, on voit bien que c'est justement, c'est mix. Donc, c'est un black avec une rebeu. C'est ça. Donc, je voulais qu'il y ait cette mixité. À la base, elle devait être voilée en plus. Mais ça faisait trop de trucs, ils m'ont dit. Ah, t'as tout mis, toi, dans un court-métrage, toi. T'avais tellement de trucs qu'ils m'ont dit non. Je voulais que ce soit un Renoir, un rebeu. Et je sais plus pourquoi. Je voulais qu'il y ait cette mixité. Pour dire qu'au final, ils peuvent se mettre ensemble. Ouais. Et si tu remarques bien, personne dit dans le film, tu sors pas avec lui parce que c'est un Renoir ou un truc comme ça. C'est parce qu'il vend de la drogue. Donc, on fait pas attention à ça, mais le spectateur, il peut se dire ah ouais, il peut pas qu'il sorte avec lui parce que c'est un Renoir et tout. Je me suis posé la question. Ouais, tu peux te dire ça, mais au final, voilà. En fait, chacun se fait son interprétation, mais au final, il est accepté par la famille. C'est souvent ça. Et c'est souvent ça. Non, c'est bien subtil en tout cas. Subtil, ouais. Mais alors, tu voulais casser la représentation et tu voulais introduire une nouvelle idée assez moderne, du coup, de l'acceptation et de tolérance. Exactement. Félicitations, en tout cas, ça passe très bien dans le film. Très bien fait, ouais. Moi, j'avais une question plus sur l'aspect technique. Comment est-ce que s'est déroulé la réalisation et le tournage de ton court-métrage ? Est-ce que tu as eu des difficultés ? C'est la première fois que je fais ça, avec une vraie équipe. Génération Court, ils nous ont aidés. Tu fais des cagnottes et tout. Et c'était 3 jours intensifs. Vraiment. Voilà. Et c'est quoi ? Mais j'ai kiffé. C'est quoi ? C'est du 7h du matin, 22h ? Ouais. Non. Il y a eu ça le dernier jour, je crois. Mais c'est à peu près ça. D'accord. 9h, 8h jusqu'à 19h, 20h. Non, attends, c'est combien d'heures par jour déjà ? 24. Non. Je veux dire un tournage. Attention. Non. Hey. Non, je sais qu'il y a des replays et tout. Il n'y a pas de souci. Non, il y a 24 heures dans une journée, mais nous, on avait 10 heures. On avait 10 heures à respecter, exactement, avec les bénévoles. Ouais. Je crois que c'est 10 heures. Ouais, c'est 10 heures. Ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Et vous participez au montage après et tout Ouais, là, je suis parti au montage. Post-prod. Post-prod, ouais. Et tu me dis qu'il t'aidait en fait, il t'aide techniquement ou même dans l'écriture ? Parce que moi, il t'aide dans l'écriture. D'accord. Il t'aide à trouver une équipe.
Il t'aide à financer le matériel, Ok. Tu veux te lancer, Sidi? trouver les lieux. Ah ouais, ça y est, mais je suis déjà dans le C'est cinéma. jusqu'à 25 ans. Jusqu'à 25 ans. Ouais. Oh, je suis en plein dedans. 18-25. Je viens de faire mes 24 ans là. C'est 18-25. Là, je suis en plein dedans là. Et j'ai une équipe aussi là, c'est bon. Ouais. Mais alors, tu conseillerais l'expérience à d'autres jeunes d'Aubert et Franchement, ouais. qui voudraient se lancer? Ouais. Ouais. Mais De ouf. alors, du coup, c'est quoi la démarche à faire? C'est qui Génération Court pour Génération les Court, c'est en partenariat avec l'OMJA. Ok. C'est qui C'est C'est l'OMJA. C'est l'OMJA, c'est une effectivement, institution. Ouais. c'est ça. qui le- Génération Court, c'est une production, je crois. En fait, Génération Court, c'est un festival qui est ouvert Voilà. justement à tous les réalisateurs, on va dire en herbe. Ouais. Et ils donnent la possibilité, justement, comme tu disais, de réaliser et de concrétiser en fait ton projet. Et donc là, en l'occurrence, c'est le cinéma. Donc, et ça fait plus de 10 ans, je crois, que le festival est là. Et donc, d'année en année, en fait, ça évolue. Et on rencontre des jeunes réalisateurs comme toi, parce que tu es réalisateur et comédien aussi. Donc, C'est ça, que tu as de l'expérience ou pas, ils te prennent. Voilà, enfin, ça dépend du pitch, quoi. Voilà, c'est au niveau après des catégories et tout ça. Donc, qu'on soit amateur ou même, on va dire, professionnel avec une équipe. C'est ça. Donc, en fait, la chance, elle est donnée à tout le monde. C'est ça, à la base, c'est pour ceux qui n'ont rien fait, c'est pour donner la chance. Oui, bah oui. C'est En plus, ça. il y a des catégories et tout. Ouais. Parce que même pendant les séjours internationaux, on fait des films aussi. Je me rappelle, nous, on avait fait un court-métrage au Maroc. C'était assez drôle. Ouais, Mais c'était passé dans Génération Court. Ouais. c'est ça, ouais, l'OMJA, ils font plein de trucs. Il y avait t'étais là, il y avait des documentaires à Ouais, Madagascar j'étais et tout, là. c'était bien. Il y avait la finale hier aussi. La finale hier. Comme on dit, là, on lance un appel aussi pour le gagnant de Génération Court. Hein. Ils sont les bienvenus dans les studios de Rap TZ et sur l'émission. Mais c'est cool, hein, en tout cas, il y a des choses à rajouter un peu. Hein. Ouais, j'ai une petite question. Tu as dit que tu t'inspirais de ton environnement, de ce que tu vois, de ce que tu vis, mais est-ce que tu as des personnalités qui t'inspirent en tant qu'acteur? Moi, j'aime beaucoup Al Pacino, c'est mon acteur préféré. Des personnes, je m'inspire de tout, moi. Et même des films, t'as un film préféré ou même des séries, hein, parce que c'est vrai que c'est la mode des séries en ce moment. J'ai pas un truc préféré. Genre ton style de film, c'est quoi que tu kiffes? Justement, comme j'ai fait les films inspirés d'histoires vraies. Ouais, de faits réels. Ouais, je trouve que Ça te touche? ouais, de fou. Ouais, non, mais c'est cool, c'est cool. Là, Et c'est- en tant qu'acteur, quel genre de personnage est-ce que tu voudrais incarner? Si vraiment tu avais un poste et... Il n'y en a pas un en particulier? Non. c'est et c'est un acteur, il peut tout jouer. Hein. J'aime bien les trucs de faits réels. J'aime bien comment il s'appelle le film là. Un prophète. Ouais. Quand tu parles d'incarcération et après tu te réinsères. J'aime bien les trucs comme ça. D'accord. Pourquoi ça te touche particulièrement? Parce que ça te donne de l'espoir. Parce que quand tu passes la case prison, après tu ressors et tu refais ta vie, des trucs comme ça, j'aime bien. Et en fait, moi, j'aimerais bien que si tu regardes un film où je suis dedans, ça te touche et presque ça te change. Ouais, que Tu vois t'as un déclic. Voilà, Genre, exactement. Donc tu fais passer en fait à chaque fois un message, mais dans comment dire, dans le droit chemin, on va dire. Ouais, mais je vais pas faire que la morale, mais plein de trucs. Si par exemple t'as pleuré, t'as rigolé, D'accord. c'est un truc de ouf. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est un truc, non? Non, mais c'est vrai, t'as raison. C'est quand la dernière fois que t'as pleuré devant un film Moi, Farah, c'était, je crois que c'était le film turc, je crois. Moi aussi. Je te jure. Ouais, Et la série aussi, Dans leur regard, là. Tu sais, c'est Ah sur, ouais, ouais. c'est aux États-Unis. C'est aux États-Unis aussi. Et toi, Nel? Ah ouais, On dans leur part regard. dans l'intimité un peu. Wednesday ici, Le ouais, même. je l'ai vu, magnifique. Ouais, Ouais. le film turc. C'est vrai que c'est quelque c'est chose. assez quand même. hard. Très très réussi. Mm. Ouais. Ils sont forts les gens. Guven, tu l'as regardé aussi, non? On est sensible, Non, Maya. mais parce que lui, il savait ce que ça voulait dire. On a Guven, quart de glace. Non, mais Guven, il a pas pleuré parce qu'il savait ce que ça voulait dire lingo lingo. Franchement, tu sais quoi, là, tu me lances sur un truc parce que je sais pas ce que ça veut dire, lingo lingo. Bah, enfin, moi, j'ai demandé à une copine à moi turque et apparemment, c'est un truc, enfin, ça vient de chez vous. Guven, tu connais, c'est une petite, comme une phrase, tu vois, une expression. Comme wesh. Non, mais je sais pas, elle m'a expliqué ça comme ça. Elle m'a dit c'est une expression, tu sais, qu'ils se disent, les petits, ils se disent lingo D'accord. lingo, chicheler, genre. Se dire bouteille, je crois, un truc comme ça. D'accord.
Ouais, bah Guven, traduction. Ouais. Translate, please. Non, mais ouais, c'est un très gros film. Très beau film. Et c'est cool tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui arrivent? Est-ce que tu as envie de faire un autre court-métrage? En fait, j'ai une web série qui s'appelle Au pied du mur. Mhm. Si tu veux, j'ai fait en fait, dans ta cité, au Zodiac, j'avais fait un court-métrage avec des amis. Tu m'as balancé, toi, c'est surcherché. Ah, pardon. Ah, excusez. Non, je rigole. Ok. Tu sais pas si j'ai des ennemis ou. Non, je rigole, je te mets mal à l'aise. Et mes potes, après coup, ils ont dit, il la met pas sur YouTube, on veut pas nos têtes et tout. Ça veut dire, je l'ai mis sur LinkedIn. Et sur LinkedIn, j'ai trouvé un réalisateur, un jeune, plus jeune que moi, qui fait... Un jeune réalisateur. Et depuis, on est qu'ensemble, ça fait 1 an et demi, 2 ans, et on écrit, on fait des trucs. D'accord. Donc il y a des c'est choses bien, qui se c'est pas préparent, mal. c'est ça? Bah, c'est bien. Ouais. Après, Ah avec bah. le confinement, c'est chaud, mais... Ouais, on écrit depuis... Il y a plein de... Ouais, on écrit, ouais. Je savais même pas que tu pouvais mettre des vidéos sur Sur LinkedIn. Ouais, mais moi je savais pas, j'ai appris un truc. Ouais, sur LinkedIn, en fait, quoi que tu sois, tu te fais un réseau. Ah ouais. Ouais, c'est pas mal. Mais justement, on va faire le rapport avec la chronique de Nacera. Donc toi, tu vas faire un petit hommage à l'invité qui était là précédemment, Saladin Parnasse. En plus, Sur, il est là, il est en direct sur le live. Très, très, très fort. Il est sur le live. Excuse-moi, j'ai fait un mois à la Hatch Academy quand Ouais. j'avais 19-20 ans. Il est très, très fort. Très, très fort. Bah, il était là, je sais pas si tu as vu la dernière émission. C'est un champion. Ouais. Ouais, du coup, Nacera, tu vas revenir dessus sur comment un petit peu réussir, comment percer. Enfin, du moins, Ah. se donner les moyens. Bah, franchement, je voulais juste revenir un petit peu sur, justement, sur ce que nous a dit Saladin Parnasse, donc champion de MMA pour ceux qui ne savent pas dans sa catégorie. Bah, ce qui m'avait marqué la dernière fois, c'était que à la question comment on devient champion, il a répondu sans hésitation, il faut travailler. Donc, plusieurs fois, il a parlé de travail. Il a l'air de savoir de quoi il parle, hein, c'est pas un arriviste. Samy vient de le confirmer. Mais travailler, c'est trop vague comme réponse. Ça dit tout et rien. Du coup, je voulais éclaircir le point sur... on recommence, on respire. Du coup, je voulais éclaircir le point pour nos auditeurs et faire un big up. Donc big up, Saladin, si tu nous écoutes. Parce que c'est un dire qui mérite d'être réfléchi dans une perspective un peu générale. Et donc je trouvais sympa que tous ensemble, on réfléchisse un peu à ça. Donc, les amis, je vous interroge. C'est quoi travailler? Et vous donnerez quoi comme définition? Ah, c'est bien ça. Mais déjà, juste avant de... Je vais pas cracher sur Saladin parce que, pour ce qu'il a dit, mais lui, il a du talent, il a un don aussi. Et enfin, je sais qu'il travaille énormément, mais j'ai regardé son combat, c'est incroyable. Il a... Ouais. Enfin, j'en pratique aussi et je vois qu'il a un truc, c'est une fibre que Ah ouais. certaines personnes n'ont pas. Et franchement, c'est ouf. Après, je ne remets pas en question son travail parce que ça se voit que c'est un acharné. C'était une réponse prudente. Il est modeste, vous voyez. Non, mais après, travailler, chacun se donne les moyens qu'il peut justement pour travailler, tu vois. Et C'est quoi? Ça t'inspire quoi quand je te dis il faut que tu travailles? c'est de pas lâcher l'affaire, en fait. Ça veut dire que quoi qu'il arrive dans ce que tu entreprends, que ce soit dans le sport, dans le cinéma, ou là, même nous, autour de la table, là, dans les projets, c'est que même s'il y a des obstacles, tu vois, c'est d'essayer quand même d'aller, de se relever et d'aller au combat, comme il le disait, en fait, d'aller au combat. Donc pour moi, c'est ça, travailler, c'est de pas lâcher l'affaire, en fait. Se donner Oui, un objectif et voilà. tout faire pour... Tu vois, pour la voilà, forme. c'est ça. On Ouais, a- moi aussi. Pour moi, c'est la même chose, mais dans le sens où je sais que moi, vraiment, si je travaille sur quelque chose, c'est quelque chose qui me tient à cœur ou que j'ai envie de faire. Par exemple, si demain, je fais un petit taf comme ça juste pour payer le loyer, je vais pas m'y mettre à fond, tu vois, je vais le faire parce qu'il faut le faire, mais ça va me saouler, je vais arrêter. Alors que si, par exemple, à la radio... non, mais quand c'est quelque chose qui me plaît, tu vois, je vais me mettre à fond et là, oui, je vais me donner les moyens, je vais faire en C'est sûr. sorte que... T'as travaillé ta chronique Oui, aujourd'hui? oui. Toujours. Non, mais ouais, mais c'est vrai, mais en fait, c'est ça. C'est vraiment essayer pas de surpasser, tu vois, parce que toi, tu le disais aussi, et justement, ta définition de travailler, toi, c'est quoi? C'est ton projet, C'est quand... Ouais, c'est vrai qu'il faut aimer... Ah, ça dépend. Travailler, c'est quand tous les jours, tu te mets un... Un objectif. un objectif. Non, j'ai autre chose, mais... non, pour moi, ça va avec la persévérance. Ouais. Et tu parles de Saladin Parnasse, il est toujours à la salle. Ah ouais. Même quand... Je m'en souviens, même quand j'y étais. Il peut se dire, j'y vais plus. Quand j'étais là, c'était déjà un champion. Il avait plus la motivation que moi, qui venait Ouais. d'arriver. Et tout, tu vois, il est tout le temps là.
Ah, c'est il fait vrai. 2 entraînements Il par se jour. surpasse. je crois. Ouais. Comment? Il fait 2 entraînements par jour, il me semble. Après, ouais, c'est vrai. Et après, bon, il y a le travail, tout ça, dans le sport et tout ça. Mais il y a aussi des gens qui se réveillent à 6 heures du matin aussi pour aller bosser. Et eux aussi, ils ont un objectif, en fait, tu vois. C'est ça, c'est pour ça que je Donc, dis. c'est pour ça que je pense que le travail, c'est... déjà, c'est chacun comment il se le perçoit, en fait, tu vois. Mais voilà, on dit souvent, à force de travailler, on a des résultats, mais peut y avoir Je pense d'autres- qu'on a des résultats quand on travaille dans quelque chose qui nous plaît. Ouais, c'est vrai. Parce que des fois, il y a des personnes qui se tuent à la tâche et ils se disent ouais, mais je comprends pas. Tous les jours, je suis là, Ouais, je c'est vrai, travaille et au final, il y a rien, il y a pas de résultat. Bah, Est-ce que vraiment il n'y a rien quand on travaille et qu'il n'y a pas de résultat? il y a pas rien, mais il y a pas ce à quoi on s'attendait, je Ah. pense. Je pense que la nuance, elle est là, effectivement. Mhm. Parce qu'il faut savoir, pour les auditeurs, souvent, c'est ce qu'on nous dit. À l'école, on apprend pas mal de matières qui ne nous intéressent pas forcément. D'accord? Donc, comme ce que tu viens de souligner, en fait, quand c'est pas quelque chose d'intéressant, on a tendance à pas travailler. Sauf que c'est une erreur. Parce que même en travaillant quelque chose qui ne nous intéresse pas forcément, on travaille la discipline. Et ça, c'est quelque chose qui va vous aider partout, dans n'importe quel domaine. C'est du travail qui va ensuite porter ses fruits, même si ce n'est pas ceux justement qu'on avait en tête. Tu récoltes ce que tu sèmes. On récolte Et c'est vrai, comme tu ça. parles de discipline, mais en fait, c'est vrai, c'est une discipline. Hein. Saladin nous le disait, c'est une discipline de s'entraîner 2 fois par semaine, 2 fois par jour. Toi, c'est une discipline, mais pour réussir à faire ton projet, tu vois, et à réaliser ton film. Et nous aussi, c'est une discipline quand même qu'on s'impose à chaque fois qu'on fait une émission. Donc, on est obligé d'être là à une certaine heure, faire certains trucs et essayer de bosser un minimum. On va quand avoir même, de la rigueur. même si ça se voit pas. Ah, je rigole. Bah, Mais c'est vrai, c'est une discipline en fait, surtout quoi, tu vois. Ouais, donc moi, ce que je me dis, du coup, là, on est en train un petit peu de vanter le travail. Mais par exemple, il m'a dit que qu'est-ce qui t'empêche de travailler? Sachant que je pense que tu es d'accord avec nous, le travail, c'est de la persévérance, c'est de la rigueur, c'est agir dans le but d'arriver à tes fins. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? La flemme. La flemme. Non, en vrai, la flemme, ouais, carrément. Mais je pense que la flemme, ça rejoint le fait que tu puisses travailler pour des choses dont tu n'as pas vraiment envie. Donc là, forcément, si tu as un objectif qui n'est pas le tien ou que ça ne te plaît pas forcément, bah, tu vas pas te donner à fond. Mais moi, personnellement, je pense que ce serait plus la peur de l'échec, entre guillemets. Si tu as un objectif, que tu te donnes les moyens et que tu te décourages parce que ton objectif, tu l'atteins pas assez vite ou que tu n'arrives pas à l'atteindre, et bah, ça peut te décourager et tu vas commencer à te comparer et là, bah, ça peut te démotiver, je pense. Ah oui, c'est intéressant ce que tu dis. Qu'est-ce que tu en penses, Anne? Pardon. J'en pense que je ne sais pas où est-ce que tu veux nous amener du coup, Nacera, avec tout ça. En fait, là où je vais vous emmener, justement, c'était intéressant, je trouvais. Je sais pas ce qu'en pensent les autres. Rapidement, Donc, ce qui m'empêche de travailler, moi, c'est un peu comme Mélie, comme j'ai dit C'est les tout à l'heure. selfies. Moi, non, oui, je me snap beaucoup. Non, mais moi, comme je l'ai dit, c'est juste que je travaille pas quand voilà, il y a quelque chose qui me plaît pas. Je sais qu'il y a des jours où je sais qu'il y a des membres de mon équipe de mon travail qui m'écoutent, mais il y a des jours voilà, j'ai pas envie de me lever, j'ai la flemme, même si je vais manquer une journée de travail, je vais pas non plus me forcer, je dors. Samy, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qui te Par rapport à ce freine? qu'elle a dit, il faut qu'il t'ait comment dire, travail, salaire, il y a aussi la famille. Donc, il y a toujours une motivation dans la vie, je trouve. C'est dans tout, comme il a dit, la discipline, ça doit être présent dans tout. Sinon, tu te perds. C'est ce que je pense. Eh ben, je suis bien d'accord avec toi. Et moi, j'ai le même problème. En fait, la flemme, c'est un fléau. Voilà, c'est incroyable. On sait l'importance que c'est de travailler. Pourtant, on n'y arrive pas. Et du coup, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'ai trouvé qu'il y avait 3 réponses. La première réponse, c'est les conditions. En gros, quand on veut travailler quelque chose, il nous faut un certain nombre de conditions. D'accord? Bosser un devoir, par exemple, à moins qu'on soit Farah, d'accord? Parce que Farah, elle est formidable. Elle arrive à travailler dans le bruit. Il y a quelqu'un qui se bagarre là-bas, elle est à fond dans sa chronique. C'est incroyable, c'est incroyable. Donc, à moins d'être Farah, en fait,
eh ben, il nous faut quand même des bonnes conditions. Donc pour travailler, par exemple, il faut un peu de calme. Il faut un bureau où on se casse pas le dos. C'est pas une très bonne idée. À tous les étudiants qui nous écoutent, ce n'est pas une bonne idée de travailler sur son lit. Non, c'est une fausse bonne idée, vraiment. Et puis, la deuxième chose que j'ai trouvée, c'est les croyances. Je trouvais intéressant ce que tu disais quand tu disais la peur de l'échec. Ça veut dire qu'en fait, on a intériorisé déjà des convictions sans avoir essayé. Alors que le travail même, c'est agir. Donc finalement, tu te freines d'agir avec une certaine peur qui n'a pas lieu d'être puisque tu n'as pas encore échoué, puisque tu n'as même pas encore commencé. Et puis la troisième chose, c'était les mauvais calculs du cerveau. Alors, peut-être que ça vous paraît un peu mystique. En fait, il y a des notions de cognition qui prouvent que le cerveau, il est là pour s'économiser. En gros, il a besoin de deux choses. Un, aller vers le plaisir ou nous éviter le déplaisir. Et c'est à partir de ces deux critères, en fait, qu'il fait ses calculs. Ça veut dire que quand on a quelque chose à faire, il va se dire « Ok, si je le fais, est-ce que ça va me rapporter du plaisir ?» Souvent, c'est beaucoup de peine, on est d'accord. Ah ouais. Ouais. Du coup, il se dit « Mais tu vas être heureux en ne faisant rien, puisque si tu le fais, eh ben, en fait, tu auras de la peine. » Donc, il dit que même si ça va t'apporter dans le long terme, à court terme, c'est plus simple pour toi, moins pénible pour toi de ne rien faire. Et ça, c'est aussi ce qui entraîne la flemme. Donc, les amis, encourageons-nous, force, reformatons nos cerveaux, essayons de calculer correctement. C'est tout pour moi. Bah, merci, et c'est super important en fait. Merci, je vais le reformater, mais j'appuie sur quel bouton? Mais comment on fait du coup, Nassera? Je pense qu'il faut du travail, là encore. En fait, c'est de la persévérance. Je pense qu'il faut aller au-delà de son propre raisonnement. Quand tu as la flemme, tu dois te demander pourquoi est-ce que tu penses que tu auras plus de peine à le faire et rendre la tâche un peu plus agréable. Supposons, j'aime pas leur passage, mais on doit bien repasser. Du coup, pour rendre ça plus agréable, tu peux mettre de la musique. Ah, même avec de la musique, moi, je suis éclaté. Là, moi, ça me motive. Chacun Ah, doit je sais, trouver oui. un moyen de rendre ça un peu plus agréable. Ouais, c'est ça. Par exemple, pour moi, ce serait si demain je fais un travail qui me plaît pas forcément, je vais quand même rester pour justement gagner de l'argent et mettre en place quelque chose qui me tient à cœur. Tu vois, ça serait un moyen de me dire, bon, allez, lève-toi, parce que tu sais que je vais me dire, bon, il faut que dans tant de temps, j'ai entrepris ce que j'ai vraiment envie de faire. Ta technique à toi, c'est de garder bien en tête ses objectifs. C'est ça. Ah, Même c'est si, bien. bon, j'ai quand même la flemme, mais au moins, ça me pousse à me dire, bon, là, j'en ai vraiment marre de ce que je fais, donc il faut que, voilà, ça y est, je me réveille. Mais est-ce que, par exemple, pour te mettre en route, tu pourrais pas, par exemple, te dire, il y a un super petit déjeuner qui m'attend? Bah si, par exemple, tous les lundis, tu parles de je manger, viens ça- à l'heure faut parce pas, que... fallait pas, faut pas faire ça. Non, mais elle a raison, hein, elle a raison. En tout cas, super chronique et on va se reformater un peu avec Jamal. Jamal, si tu peux nous ambiancer tout ça et on revient tout de suite après avec Samy Chefri. Merci Jamal. On revient avec une nouvelle. Enfin, on revient de la pause musicale. On se retrouve sur les studios de Rap TZ pour Tous Ensemble Radio. Et on est parti pour la chronique de Farah. Non, c'est Mélik. Ah, C'est moi d'abord. Mélik, Ouais, qu'on pardon. avait switché. Alors moi, je voulais vous parler d'une polémique, d'un sujet qui fait polémique en ce moment, c'est la loi sécurité globale. On en entend parler sur les réseaux sociaux partout, dans les médias aussi. Donc moi, je voulais déjà vous expliquer rapidement ce que c'est, mais surtout pourquoi est-ce que cette loi-là, cette proposition fait polémique. Alors il faut savoir que cette proposition de loi comporte une multitude de mesures sécuritaires, dont l'encadrement de la diffusion des images d'images de policiers et de gendarmes en fonction. C'est-à-dire qu'en fait, un des articles, l'article 24 de ce texte, prévoit notamment de pénaliser d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende la diffusion d'images de policiers ou de gendarmes, avec l'intention de porter atteinte à leur intégrité physique ou psychique. Ouais. Donc le but, c'est en gros de protéger les forces de l'ordre de la haine sur les réseaux sociaux, des répercussions après leur passage sur le terrain. Sauf qu'il y a beaucoup de personnes qui voient une atteinte à la liberté d'informer, et notamment les syndicats et les associations de journalistes. Selon eux, cette proposition de loi a pour objectif réel de restreindre le droit des journalistes à informer, en fait, et la liberté de la presse, tout simplement. Il y a même des rapporteurs de l'ONU qui sont intervenus et qui ont vivement critiqué cette proposition de loi, craignant qu'elle puisse entraîner une atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales.
Je pense que vous l'avez vu, mais il y a une Mhm. véritable mobilisation autour de ce sujet. Il y a plusieurs manifestations qui ont eu lieu, notamment devant l'Assemblée. Actuellement, et là, il y a une manifestation au Trocadéro aussi, où il y a énormément de monde, Ouais, ouais. que ce soit des journalistes, des cinéastes, des civils, enfin, il y a toutes sortes de personnes. Mais face à cette opposition gigantesque, le ministre de l'Intérieur ne veut pas céder, campe sur ses positions, et tente tout de même en fait, de faire passer cette loi, qui est très décriée. Et en fait, hier, l'article dont je vous parlais, l'article 24, il a été adopté à la majorité à l'Assemblée nationale, mais un amendement a été déposé. Gérald Darmanin a essayé de rassurer ses opposants, les opposants à cette loi, en affirmant qu'il a réussi à trouver un juste milieu entre la liberté d'informer et la protection des forces de l'ordre. Après, il y a d'autres points qui sont pointés du doigt dans cette loi, notamment ce qu'on appelle la surveillance généralisée, c'est-à-dire l'utilisation de drones, faciliter l'accès aux caméras de surveillance. Ouais. Donc c'est vraiment un truc qui fait polémique en ce moment. Les gens ont peur qu'on touche à leur liberté, ce qui est tout à fait normal. Donc moi déjà, je voulais savoir autour de la table ce que vous pensez de cette proposition. Juste, j'ai une question. Tu t'as dit Ouais. Darmanin, il a fait quoi Il exactement a déposé un amendement sur cet article, l'article 24, pour l'ajuster et en gros faire en sorte que cette loi ne restreigne pas les journalistes dans leurs fonctions. Que même si on n'a plus le droit de filmer les forces de l'ordre, que les journalistes puissent tout de même le faire D'accord. s'ils ne portent pas atteinte à l'intégrité des Que des les forces de journalistes. l'ordre. Ouais, c'est pour la liberté de la presse. Ouais. Ok. Ouais, après, c'est. Comment dire ils essaient de se protéger un petit peu. Donc, en fait, on sait pas. Moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi ils votent cette loi-là maintenant. Peut-être avec tout ce qui s'est passé, il y avait des choses où ils étaient un peu dépassés. Mais pourquoi cette loi maintenant, en fait tu vois, j'ai du mal, en fait, à comprendre le déclic par rapport à ça. C'est peut-être pour protéger. C'est pour protéger qui? Est-ce que c'est vraiment pour nous protéger, nous, ou pour protéger... Ouais, c'est sûr. Enfin, il y a un intérêt derrière. Tu vois. Après, c'est délicat de savoir un petit peu le Ouais, pourquoi ouais. du comment, mais après, personnellement, moi, je suis contre parce que on ne sait pas ce qu'ils font avec les images, vu que soi-disant, donc c'est eux qui auront des caméras embarquées. Mais bien évidemment, ça sera jamais du direct et. Gérald Darmanin a demandé aux journalistes de s'adresser à la préfecture de la police pour couvrir des manifestations, ce qu'ils font habituellement sur le tas, et même, normalement, tu n'es pas censé prévenir que tu vas couvrir une manifestation, ça peut se faire ponctuellement. Et lui aspire à ce que les journalistes préviennent avant, ce qui s'avère assez compliqué. Ouais. Oui, mais par exemple, cette loi elle va s'appliquer donc pendant les manifestations, donc aux policiers qui interviennent lors des manifs, mais on ne parle pas de tous les policiers donc, qui interviennent en ville, tout simplement, dans les quartiers, etc. Je ne pense pas qu'eux aussi auront des caméras embarquées, et même s'ils en ont, on sait très bien que ça va être biaisé, quoi. Et moi, je voulais savoir, ça veut dire que les journalistes qui couvrent une manifestation ou quoi, ça veut dire qu'ils pourront plus filmer les policiers? Alors c'est ce qui est très ambigu dans cette proposition. tu vois, C'est que on affirme qu'on peut diffuser des images, surtout les journalistes, tant qu'ils ne portent pas atteinte à l'intégrité des forces de l'ordre, intégrité physique ou psychique. Sauf qu'on ne sait pas vraiment où est la nuance, et c'est propre à chacun. En fait, un policier peut se sentir attaqué comme il peut ne pas se sentir attaqué. Donc ça s'avère très compliqué, c'est pour ça qu'on craint pour la liberté de la presse. Ah ouais, c'est d'accord. Ouais, je comprends mieux, en fait. Après, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que cette loi, c'est pas non plus que ce volet-là. Donc, effectivement, il y a l'article 24 dont on parle beaucoup et qui était l'angle aussi de la manifestation d'aujourd'hui, avec beaucoup de syndicats de presse mobilisés, du Figaro à France Télévisions, en passant par Attaque, Bastamac. Donc, un panel aussi très, très large autour de la presse, parce que... Ouais, c'est vrai. Du coup, avec des angles éditoriaux quand même très, très éloignés, donc qui se rassemblent. Après, pour ceux qui dénoncent depuis longtemps la surveillance numérique, comme le réseau de la Quadrature du Net, en fait, ce qu'ils mettent aussi en évidence, c'est que du coup, il y aura l'utilisation... Donc, il y a effectivement le fait d'équiper les forces de l'ordre de caméras embarquées, mais il y a aussi le fait d'utiliser aussi toutes les caméras qui existent déjà dans nos rues, lors de manifestations, des drones pour utiliser tout ce qui est reconnaissance faciale. Et ce qu'ils disaient dans un de leurs articles, que vous pouvez du coup retrouver sur leur site Quadrature du Net, c'est qu'aujourd'hui, vu qu'on utilise de plus en plus
les outils numériques, en fait, la reconnaissance faciale va être aussi d'autant plus facile à mettre en place, vu que justement, en faisant nos selfies, on participe au fait de nos documentations, de nous-mêmes sur les réseaux. Et notamment les gens et tous les réseaux militants qui sont qui sont aussi fichés, du coup, ça va être aussi d'autres manières de pouvoir contrôler davantage certains réseaux que des politiques n'aimeraient pas voir dans le cadre des manifestations. Donc cette loi, c'est aussi ça qu'elle appelle, et effectivement, d'un point de vue liberticide, c'est la question de notre liberté de mouvement, de manifester, et du coup, au-delà même de la liberté de la presse qui est liée à une profession, la liberté d'expression qu'on a tous et toutes, au-delà même d'avoir une carte de presse, en fait. Donc, effectivement, comme tu disais, Sidi, ça pose la question de pourquoi une telle loi, mais qui pourrait se poser sur beaucoup de questions de pourquoi des restrictions de liberté en ce moment. Et pour te répondre en partie nuancé, il faut savoir que le métier de policier ou de gendarme, c'est un des métiers qui porte atteinte à ta condition, que ce soit physique ou mentale, et que c'est un des domaines dans lesquels il y a le plus de suicides. Et c'est pour, en gros, protéger ces personnes-là et pas qu'elles soient lynchées ou autres, surtout sur les réseaux sociaux, parce que maintenant, il y a un véritable tribunal sur les réseaux sociaux. Mais c'est sûr que pallier cet argument et la liberté d'informer et d'être informé, c'est très compliqué. Après, le débat est lancé, hein, mais faut qu'on va suivre ça de près, de très près. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui disent que je vois sur les réseaux sociaux, que ce soit des journalistes ou autres, qui disent que sans images, on n'aurait pas eu l'affaire Benalla, qui a été la première crise du mandat de Macron, l'affaire Cédric Chouviat, qui a été violenté par des policiers et qui est mort sur le coup. Et aussi, comme tu disais, Farah, tout à l'heure, dans la rue aussi, il y a des civils qui peuvent se faire attaquer, qui peuvent subir des abus de pouvoir policiers. Et en banlieue, c'est ce qui arrive très souvent. On sait qu'il y a une conflictualité entre les habitants de banlieue et les forces de l'ordre, qu'il y a un caractère systémique à cet aspect-là, et que les habitants de banlieue ont peur que les forces de l'ordre abusent encore plus de leur pouvoir dans les banlieues et puissent pas répondre. Surtout que l'image, c'était un peu la seule réponse. Et en plus de ça, je pense pas qu'ils auront tous les agents, tous les policiers auront une caméra. Ce sera peut-être un par équipe, et du coup, bien évidemment, ça sera filmé que sous un angle. C'est quand même compliqué. C'est très complexe. Et même par rapport à toutes les lois qui parlent du droit à l'image, à la base, quand on filme quelque chose, tant que c'est pas à but lucratif, tant que ça reste dans le cadre privé, entre guillemets, ils peuvent pas trop nous interdire de filmer quelque chose, quoi. C'est pas... Écoute, après, on verra bien. Hein. On était tous un peu des journalistes en herbe avec nos caméras et notre smartphone. Maintenant, est-ce que c'est pas... je sais pas. Surtout que la punition est énorme. C'est 1 an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Donc, affaire à suivre. C'est ça. En tout cas, merci pour cette info. Hein. C'est une grosse info. On va suivre ça et on vous tiendra au courant. Et donc là, on va se faire une petite pause musicale et on revient après s'ambiancer. La rave devant moi, la flamme du Black Panther. Tout ça pour Et on est de retour justement dans les studios de Raptisme pour l'émission Tous Ensemble Radio. Farah, je crois que tu avais préparé une petite musique et je suis curieux de l'écouter en fait. Tu fais bien, Sidi, tu verras pourquoi. Du coup, on va faire les petites news people, l'actu people du moment. Et on commence en musique. Jamal, tu peux balancer le son. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Tu penses à moi, j'pense à faire de l'argent. J'suis pas ta daronne, j'te fais pas la morale. Tu parles sur moi, y'a air. Crash encore, y'a air. Guven, il s'ambiance en coulisses. Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. Dans son Nakamura, je l'ai couché. Le jour où on se croise, faut pas tout faire. Bon cap plané, je sens ta sème, j'ai l'avocat. Entre nous y'a un fossé, toi t'es bon. Ça, tu t'ambiances, Sidi. T'aimes bien Aya? Allo, million, bla 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 pouki. Ferme la porte à la pouki dans le side. Bla 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 pouki.
ferme-la, ferme-la, ferme-la. Ouais, vous l'avez compris, en ce moment, tous les projecteurs ils sont braqués sur Aya, sur Aya Nakamura depuis à peu près un mois. Parce que en fait, la jeune chanteuse de 25 ans, c'est devenue la première artiste urbaine française depuis Diams à obtenir un disque certifié diamant. Donc elle a quand même fait fort. Hein. Ouais, je savais pas. Hein. Ouais. Et du coup, en fait, c'est son deuxième album Studio Nakamura, donc qui est sorti en 2018. Il a été réédité en 2019 avec 5 nouveaux sons inédits, donc comme parmi les deux qu'on vient d'entendre. Et donc, ce qui veut dire qu'en fait, son opus, il s'est écoulé à plus de 500 000 ventes, donc ce qui est quand même énorme. Hein. C'est fort, c'est très très fort. Et c'est surtout des chiffres qui permettent donc de faire de la chanteuse de 25 ans la première artiste française depuis Diams, donc en 2007 avec son album Dans ma bulle, à être certifiée, à obtenir en tout cas un disque certifié diamant. Ouais, un disque de diamant. Et pour petit rappel, donc Aya Nakamura, c'est quand même l'artiste féminine qui est devenue la plus écoutée dans le monde. Donc au jour d'aujourd'hui. Dans le monde. Ouais, dans le monde entier, elle est à 12 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify. Elle a dépassé Beyoncé, Non, Rihanna. je pense pas, mais c'est l'artiste française la plus écoutée dans le monde. D'accord. Ouais, féminine française. Il faut bien le préciser. Oui, j'ai précisé. C'est pas moi. Et du coup, là, comme on a un invité quand même qui est un comédien, hein, enfin, tu commences à percer. On va faire un petit point quand même sur les actus ciné. Et j'ai un petit scoop, je sais pas trop si ça en est un. Mais non, c'est en rapport avec un acteur. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais chaque année, le magazine People, donc depuis 35 ans maintenant, dévoile son classement des hommes vivants les plus sexy de la planète. Et en 2020, c'est donc l'acteur Michael B. Jordan. Vous savez, c'est celui qui joue dans Creed. Il a aussi fait une apparition dans Black Panther. Vous voyez tu vois qui c'est Oui, il a eu un petit rôle quand même. Et du coup, donc à 33 ans, c'est lui qui a obtenu ce titre cette année. Donc il succède à John Legend qui a eu le titre l'année dernière et Idris Elba juste avant. Donc Sidi, ça sera pas pour cette année. Bientôt. Attends. Mais j'étais hors concours, moi, de toute façon. Je suis hors catégorie, moi. Ouais, c'est vrai, tu peux pas, t'es trop... t'es trop pour eux. Là, tu te venges, hein. Elle s'est vengée. Hein. Oui, prépare-toi. Ils me critiquent sur mes selfies. Et on va faire un dernier point sur les sorties de cette fin d'année, parce que malheureusement, tous les cinémas sont fermés. Hein. Mais ça n'empêche pas les réalisateurs de tourner des films, hein, Samy.